soir, les titres: sérieuse contrariété pour le gouvernement. Le président Mitterrand ne met pas à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée la proposition de loi sur l'enseignement privé. L'affaire de l'OM, Boruchaga est revenu en France, le juge a perquisitionné au siège du club et les supporters de l'OM sont descendus dans la rue. Une nouvelle augmentation du chômage au mois de mai dernier, 0,9% de plus de demandeurs d'emploi. Ça ne s'arrange pas. Et puis enfin, Wimbledon, il n'y a plus de Français en course. Cédric Pioline a été éliminé en 3-7 tout à l'heure par Stefan Edberg. Et avant tout cela, un objet dont le nom seul va vous faire frémir, le nouveau radar des gendarmes. À la veille des départs en vacances, cela j'espère vous rendra très prudent et c'est tant mieux. L'engin que vous allez voir n'est pas encore homologué, il faut le dire, mais il paraît que la sécurité routière en a déjà acheté une dizaine. Alors attention, sachez simplement qu'il est indétectable. Marc Maisonneuve, Bernard Ronflet. Magda, le prochain cauchemar d'un certain nombre d'automobilistes français. Avec ce cinémomètre à micro-ondes, autrement dit radar, vous êtes cuit au moindre dépassement de la vitesse autorisée. Il vise la route et dès qu'une voiture est à 300 mètres du radar, sa vitesse s'affiche sur le Magda. On peut même télécommander à distance le déclenchement de la merveille technologique. Exemple ici, la vitesse à l'intérieur de l'agglomération est limitée à 50 km/h. L'alarme signale que la voiture est prise en charge par le radar. Verdict, 98 km/h. Cet appareil est totalement infaillible, c'est-à-dire que lorsqu'il affiche une mesure, on est certain que la mesure est exacte, ce qui n'est pas le cas de la plupart des concurrents, notamment étrangers. À l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture de police, à 300 mètres de distance du véhicule contrôlé, aucune chance d'y échapper, si ce n'est en ralentissant. Le camion est à 51 km/h. Et les motards, à combien roulent-ils eux ? Voilà, et si vous voulez pour plus de détails sur cette affaire, vous lisez le dernier numéro de l'Autojournal. Voilà, maintenant le feuilleton de l'Olympique de Marseille. Deux faits majeurs aujourd'hui. Le retour de l'Argentin Boruchaga en France. Il va être certainement entendu demain ou après-demain. Et puis le juge de Valenciennes qui s'est rendu à Marseille. On pensait qu'il allait aller tout de suite interroger Jean-Pierre Bernès, le directeur général du club, toujours hospitalisé. Mais le juge s'est d'abord rendu dans les locaux du club. Claude Sampère, Christian Leroux à Marseille. Le juge Béfi a le sourire. Sa perquisition au siège de l'OM aura duré 7 heures. Sur les résultats, aucun commentaire. Les documents comptables, aucune déclaration. C'est à 10 heures du matin que le juge est arrivé accompagné de quelques policiers lillois. Une visite surprise. Quelques journalistes sont là, convoqués par l'OM pour un point presse du nouvel entraîneur. Dans les couloirs, ambiance tendue. Le juge et ses hommes s'enferment avec le vice-président du club dans le bureau de Jean-Pierre Bernès. Ah pardon. Allez-y. Monsieur Leroux, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, une perquisition. Le juge veut étudier les documents comptables de l'OM. Les dirigeants du club, stupéfaits, décident de maintenir le point presse de l'entraîneur dans le jardin. Alors je souhaite au nom de tout le monde la bienvenue à Marc Bourrier. Et puis je vous le laisse, vous allez lui poser toutes les questions que vous voudrez, il va répondre. Nous sommes sereins ce matin, là, vous arrivez, en ce moment il y a le juge qui se trouve au siège de l'OM et vous tenez quand même une conférence de presse, ça va, tout va bien? Tout va bien, oui. L'entraîneur est là et parlons du terrain. L'homme s'esquive, il a autre chose à faire. Le juge lui a demandé d'assister comme témoin à la perquisition. Tout y est passé, même la poubelle extérieure placée devant le siège de l'OM, un bâtiment qui a déjà été perquisitionné par le passé. Alors, en fin d'après-midi, quand le juge arrive au tribunal de Marseille, l'homme a toujours le même sourire et préfère ironiser sur les résultats de la journée. Comment? Il fait un peu chaud? Il fait chaud dans votre pays. Ouais, les gens sont vraiment très chaleureux. C'est vrai? Ce soir, le juge est reparti pour Valenciennes avant peut-être de revenir bientôt. Bernard Tapie, de son côté, dans une interview à Paris Match publiée aujourd'hui, donne une version assez curieuse de l'argent retrouvé chez Christophe Robert. Christophe Robert aurait, selon M. Tapie, demandé un prêt de 200 000 francs justement à Jean-Jacques Edely pour s'acheter un restaurant. En tout cas, aujourd'hui, Bernard Tapie était au milieu de ses supporters, les supporters du club, qui manifestaient leur soutien. Christophe Tortora, Philippe Deslandes. En marseillais, s'engatser signifie s'énerver. Et cette histoire, ici, engatse tous les supporters. Ils étaient plus de 2000 cet après-midi à descendre la Canebière pour soutenir le club, pour soutenir Edely, pour soutenir Bernard Tapie.
Aujourd'hui, c'est mon cœur qui a parlé. J'en ai marre qu'on nous détruise. Là. En ce moment, on est en train de nous détruire, on est en train de nous enlever tout ce qu'on a, l'OM. Moi, je sais que l'OM, c'est des numéro 1 dans ma vie. Ouais. Il n'y a aucune preuve. On a trouvé 250 000 preuves au fond des jardins. Hein. Qui c'est qui les a mis? On ne sait pas. Qui c'est qui les a mis? Robert. Un jour, il accuse son père, sa mère, son frère. Il accuse Deli, il accuse Glasman. Mais il ne sait pas où il va, ce mec. Et des tricheurs, les juges en prison, comme le shérif, pareil. Soit disant une histoire de corruption, on a trouvé de l'argent. Moi personnellement, j'ai fait 150 trous dans le jardin de mon oncle, j'ai pas trouvé d'argent, je suis désolé. Pour moi, ça c'est une cabale montée contre Tapie, contre Bernard Tapie et le club. Parce qu'en cassant Bernard Tapie, il casse le club. Ce soir, ces supporters ont l'espoir de rencontrer le président Tapie et les joueurs. Tous souhaitent pouvoir continuer à acclamer leurs idoles. Manifestation de supporters de Valenciennes aussi, c'était à Paris, ils étaient fort peu nombreux, il faut le dire, 50 à 100 tout au plus, ils réclamaient devant la Ligue à Paris le retour de Valenciennes en première division. Deuxième fait du jour, le retour en France de l'Argentin Burruchaga. Il est l'un des 3 joueurs que Marseille aurait tenté de corrompre avec Glasman et Robert. Il était parti en Argentine à la fin du championnat. Il s'apprête à être entendu par le juge. Benoît Gadret, Gilles Balbastre. Une villa cossue à quelques kilomètres de Valenciennes. C'est la résidence de Jorge Burruchaga. Le joueur argentin, présumé corrompu, est arrivé en fin d'après-midi avec sa famille. Il a consenti à nous accorder quelques minutes en évitant soigneusement d'aborder le fond du dossier. Malgré tout ce qu'on a pu dire, je ne fuis pas, je suis bien là et j'aurais pu rester tranquillos chez moi, mais des moments que je suis là, ça prouve que je suis là pour déclarer tout ce qu'il faudra. Est-ce que vous personnellement vous avez eu des propositions financières? Je dis que je ne parlerai pas de l'affaire. Je suis sorti pour que vous voyez que je suis bien vivant. Et voilà, c'est tout. Jorge Burruchaga devrait être entendu dans les prochains jours par le juge d'instruction. Voilà pour les faits du jour, mais ce qui amplifie les soupçons sur l'OM, c'est que depuis 4 bonnes années maintenant, des rumeurs de corruption d'autres clubs avaient déjà couru sur ce club, à Caen ou à Bordeaux par exemple. Patrice Romden, Corinne Barthélémy. Octobre 89, Claude Bèze accuse, selon le président des Girondins de Bordeaux, le joueur marseillais Philippe Vercruis a tenté de soudoyer le défenseur bordelais Didier Sénac avant la rencontre Bordeaux-OM. La commission de discipline épluche le dossier, pas de suite. Novembre 89, cette fois ce sont les dirigeants de Caen qui parlent. Selon eux, Jean-Pierre Bernès a proposé 500 000 francs au gardien de but de Caen en échange d'une prestation en demi-teinte. Faux, contre-attaque le même Bernès devant la commission de discipline qui parle de mœurs parasiciliennes. Mars 90, François Yvinec, président du club de Brest, accuse Marseille d'avoir tenté de soudoyer Roberto Cabanas, l'une des vedettes brestoises. Impossible de vérifier. Avril 90, Saint-Étienne reçoit Marseille. Les Stéphanois dénoncent l'attitude des Phocéens qui auraient demandé à Laurent Fournier de lever le pied. 2 mois plus tard, Fournier troque son maillot vert pour un maillot blanc, celui de Marseille. Décembre 91, une nouvelle affaire éclate dans cet hôtel où séjourne l'équipe de Rennes avant d'affronter l'OM. Les Bretons affirment y avoir bu du jus d'orange suspect. Après en avoir absorbé, des joueurs se seraient endormis sur la route qui mène au stade. Du jus d'orange, de l'encre, de la salive, ces affaires en ont fait couler, mais aucune n'a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Voilà, et sachez enfin que Silvio Berlusconi, le président du Milan AC, poussé d'ailleurs par la presse de son pays, demande que la finale de la Coupe d'Europe soit rejouée si bien sûr la culpabilité de Marseille était prouvée. La politique maintenant, fin de session houleuse à l'Assemblée nationale avant que ne s'ouvre la session extraordinaire. L'opposition est en colère, le gouvernement engage sa responsabilité et s'apprête à utiliser l'article 49.3 pour faire passer très vite le projet de loi sur les privatisations. Bruno Roger-Petit. Pour cette dernière journée de session ordinaire, Philippe Séguin a eu un problème de discipline. Monsieur Brard, je vous en prie. Le communiste Jean-Pierre Brard, afin de protester contre les délocalisations d'usines de chewing-gum français, avait décidé de distribuer les 10 chewing-gums au gouvernement. Gardez-en pour votre groupe. Ça a fait rire. Mais dans les couloirs, d'autres ont protesté aussi. Les socialistes ont fait savoir que le 49.3 annoncé sur les privatisations n'était pas de leur goût.
C'est ahurissant quand une majorité est aussi impressionnante, imposante que celle-ci. On peut s'interroger sur les raisons qui poussent le gouvernement. Mais qu'importe à Édouard Balladur, le Premier ministre passe outre les critiques. La bataille des 3000 amendements que comptaient mener socialistes et communistes n'aura pas lieu. Je constate que plus de 3800 amendements ont été déposés sur ce texte, bloquant ainsi le processus législatif. C'est pourquoi j'ai l'honneur d'engager devant vous la responsabilité du gouvernement au titre de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. À droite, on applaudit, mais l'opposition aura malgré tout montré sa force. Face aux 490 députés de la majorité, 90 parlementaires socialistes et communistes seulement contraignent le gouvernement à user du 49-3. Étonnant, non ? Et surtout, dans ce climat politique houleux, peut-être un premier accroc à la cohabitation, puisque dans l'ordre du jour de la session extraordinaire, on s'aperçoit que tous les projets de loi en cours y sont, sauf celui sur l'enseignement privé. Alors Arlette Chabot, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, le président de la République a fait savoir il y a quelques jours à Édouard Balladur, effectivement, qu'il ne voulait pas que ce texte abrogeant la loi Fallou soit inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Pourquoi ? Raison officielle donnée par le chef de l'État, ce n'est pas une urgence, une priorité dans l'action du gouvernement. L'urgence, elle est économique. D'autre part, le président dit, avec peut-être de l'ironie, que ce texte est délicat et qu'il mérite une réflexion plus longue, plus approfondie. En tout cas, ce matin, au Conseil des ministres, il a été beaucoup plus clair, défendant devant un gouvernement, dit ministre, un peu glacé, les grands principes de la laïcité. Alors, que va-t-il se passer ? Ou bien ce texte abrogeant donc la loi Fallou, qui est actuellement en discussion au Sénat, est adopté avant minuit et il ne se passe rien du tout, puisque c'est donc avant la date d'expiration de la session ordinaire. Ou bien il n'est pas adopté. Dans ce cas, effectivement, on pourra parler d'incident ou de premier accroc dans la cohabitation. Le gouvernement aura beau jeu de dénoncer cet acte idéologique du président de la République, peut-être soucieux d'adresser un message aux socialistes qui vont se réunir en état généraux avant la fin de la semaine. Et de son côté, le chef de l'État rappellera qu'il a des pouvoirs constitutionnels et qu'il en use. En tout cas, pour l'instant, tout le monde reste extrêmement discret, silencieux. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'incident public ouvert. La cohabitation doit rester courtoise. Merci Arlette. Dernière page politique, un sondage BVA Paris Match où l'on s'aperçoit que la cote de popularité du président Mitterrand est en hausse. Nathalie Saint-Cric. 36% de bonnes opinions pour François Mitterrand, la cote du chef de l'État remonte de 5 points par rapport au mois de mai. Petite progression également d'Édouard Balladur qui obtient 59% d'opinions favorables contre 57% le mois dernier. Paradoxalement, 57% des interviewés se déclarent mécontents de la façon dont la France est gouvernée. Ils étaient 53% en mai. Le nombre de satisfaits reste stable à 33%. Pour représenter la droite au présidentiel, l'actuel Premier ministre est largement en tête. 14 points devant Jacques Chirac, Édouard Balladur, loin devant Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing. À gauche, c'est Jacques Delors qui obtient le meilleur résultat, devançant de 16 points le président du Parti socialiste, Michel Rocard. Tiens, on va reparler des vacances. C'est vrai qu'elles approchent puisque c'est le 1er juillet, dès demain. Alors, bonne nouvelle d'un côté, mauvaise de l'autre. En effet, le 1er juillet, c'est aussi l'annonce de hausse de prix sensible. Ève Mété, tir groupé. Demain, 1er juillet, c'est l'entrée en vigueur de la hausse de la CSG. Elle grimpe de 1,3 points pour atteindre 2,4% du revenu brut sur les feuilles de paye des salariés et les bordereaux de retraite. Les commerçants, professions libérales, agriculteurs et les bénéficiaires de revenus financiers la paieront dans quelques mois seulement avec l'impôt sur le revenu 93. Demain 1er juillet, le SMIC augmente de 2,3%, soit le strict minimum légal, puisqu'il n'y a pas de traditionnel coup de pouce du gouvernement cette année. Il atteindra 5 886 francs 27 par mois. Régime encore plus sec pour les retraites, les allocations de personnes handicapées et les allocations familiales. Elles restent inchangées. Moins de revenus et la facture quotidienne plus lourde à payer. Dès demain, hausse de 16% de la taxe sur les boissons alcoolisées, sauf le vin et la bière. Ces boissons devraient grimper de quelques francs. 4 jours plus tard, le prix du timbre passera de 2,50 francs à 2,80 francs, le tarif du courrier lent de 2,20 francs à 2,40 francs. Une semaine après, le 12 juillet, c'est la taxe sur l'essence qui bondira de 28 centimes par litre.
Et une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, en voici encore une autre. Le chômage qui a augmenté en mai de 0,9%. Fin mai, il y avait en France 3 141 000 demandeurs d'emploi, soit près de 30 000 de plus qu'en avril. Une hausse un petit peu moins forte que les 2 mois précédents, mais plus forte tout de même que l'année dernière. Véronique Auger, ça ne s'arrange pas. Vous êtes un marin? Oui. Alors vous allez peut-être comprendre, on traverse une zone de turbulence de force 9 et il y en a qui coulent. Dans le sud de la France, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, les offres d'emploi ont chuté de 56%. En Midi-Pyrénées, elles ont reculé de 44%. La durée du chômage rallonge à nouveau. En moyenne, on met 361 jours, presque un an, pour retrouver du travail. Et ce sont toujours les plus qualifiés qui trinquent, aussi bien chez les ouvriers que chez les cadres. Et un autre chiffre montre qu'il est de plus en plus difficile de ne pas chavirer. En mai, 8000 entreprises ont fait faillite, c'est un record. Alors Véronique, dans ces conditions, est-ce que le Premier ministre, Édouard Balladur, va pouvoir tenir sa ligne politique? Édouard Balladur a réduit la voilure au maximum, et le risque, c'est que le bateau n'avance plus du tout. Certains, comme Raymond Barre, lui suggèrent un petit peu plus de relance. C'est plus facile à dire qu'à faire, si on ne veut pas prendre l'eau. Mais Édouard Balladur s'interroge quand même. Il se demande, par exemple, s'il ne va pas alléger l'impôt sur le revenu l'an prochain. Sa marge de manœuvre, de toute façon, est très étroite. Merci Véronique. Parmi les réalités qu'il faut bien regarder en face, le chômage des jeunes. Même les jeunes diplômés qui ont par exemple 4 ans d'études après le bac ne parviennent pas toujours à trouver un emploi. Même pas un stage souvent. Exemple, cette jeune fille de 25 ans, diplômée d'une école de commerce, Pascal Golomer, Bernard Puissesseau. Un stage, juste un stage, c'est tout ce qu'elle recherche aujourd'hui. Il y a 1 an et demi, Anne sort pourtant d'une école de commerce à Poitiers, diplôme de marketing en poche. Après 6 mois de chômage, elle trouve finalement un poste dans la vente en agroalimentaire. Quelques mois plus tard, elle est licenciée. Et depuis, c'est de nouveau le chômage. Elle qui se croyait à l'abri découvre la crise. Pas d'emploi parce qu'elle manque d'expérience, mais pas le moindre stage non plus. C'est bien là le problème, et c'est là où j'ai l'impression d'être sortie du système alors que je suis pourtant bac plus 4, c'est que je ne peux pas avoir de convention de stage. C'est tout bête, mais n'empêche que c'est pas possible. Parce que je suis allée à la NPE, là c'est même pas la peine de leur demander, ils ne peuvent vraiment rien faire pour vous. J'ai besoin d'être couverte, tout simplement. Mais comme je ne suis plus étudiante, mais que j'ai travaillé, je ne peux pas avoir de convention de stage. Une spirale dans laquelle se retrouvent plongés de plus en plus d'étudiants aujourd'hui. Anne est donc venue remplir un dossier à la toute jeune association Stage et Entreprise. Ici, on tente juste de placer des stagiaires, principalement dans des PME, qui osent encore rarement faire appel à de jeunes diplômés. On tente aussi de faire découvrir enfin aux étudiants le monde du travail. Les étudiants qui sortent de l'université, eux, n'ont aucun stage. À partir de ce moment-là, ils sont complètement perdus, ils ne connaissent pas du tout le monde de l'entreprise. Ils ne savent pas faire un CV, ils ne savent pas faire une lettre d'accompagnement, ils ne savent pas se présenter, ils ne savent pas quel métier, quelle fonction ils veulent avoir. Quelque part au niveau de l'université, aujourd'hui, on est en train de former des chômeurs d'élite. Un stage, juste un stage, ils sont 700 déjà à s'être inscrits depuis 5 mois ici. Les entreprises, elles, sont 2 fois moins nombreuses. Quant à parler offre d'emploi, là, on est presque dans le domaine du rêve. La Cour des comptes qui veille sur notre argent, la publication de son rapport annuel est l'occasion de voir comment l'argent public est dépensé, bien ou mal. Épinglé cette année, l'Opéra Bastille, les clubs de foot, la sécurité sociale, on est en pleine actualité. Jean-Pierre Métivet, exemple. C'est beau, mais un peu encombrant. Et on se demande bien comment ça peut quitter les lieux. Car vous verrez un peu moins de mobilier national lors des prochaines portes ouvertes dans les ministères. Certaines œuvres ont disparu. Et pas des moindres. Tapis Louis XIV, vitrine Louis XVI à 300 000 francs, fauteuil Empire, le seul ministère de la Santé en a pour 750 000 francs d'évaporation. Celui du Travail, un demi-million. La liste complète n'est pas publiée. Coup de chapeau au personnel de l'Opéra Bastille. Pour diminuer les heures supplémentaires, la direction a proposé des primes de 20 000 à 25 000 francs. Les employés ont empoché les primes, mais le nombre des heures supplémentaires a continué d'augmenter. La machinerie informatisée donne aussi du tracas. Certains éléments sont en panne et les pièces de rechange introuvables. Les entreprises qui les ont installées ont fait faillite. Des joueurs de foot qui oublient de payer leur cotisation sociale. La coupe revient à Nantes, 8 millions de francs de redressement, suivi par l'équipe de Marseille et le Paris Saint-Germain, 4 millions chacun. L'URSSAF en est resté au football de papa, estime la Cour des comptes, qui a fait un petit sondage. 14 clubs contrôlés en 91 devaient plus d'1 million de francs chacun. Les mésaventures de la Sécu, suite. Elle paye le RMI pour le compte de l'État. Il la rembourse, mais avec retard. La Sécu est donc dans le rouge. Elle doit emprunter. À qui? À l'État, qui lui prête avec intérêt.
Cela coûte 10 milliards de francs par an à la sécurité sociale, le tiers des économies annoncées hier. Procès Péchinet suite avec aujourd'hui les plaidoiries de l'avocat d'Alain Boublil, l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy. Thème de la plaidoirie, on s'attaque à Boublil, mais en fait c'est un procès politique, on vise beaucoup plus haut jusqu'au président Mitterrand. Dominique Verdeillan. Alain Boublil est un coupable parfait à cause de sa vilaine personnalité, de ses liens avec François Mitterrand et des résultats des élections de mars dernier. Ainsi s'exprime son avocat maître Thierry Lévy et les foudres de la défense s'abattent à nouveau sur le procureur, accusé d'arrière-pensée politique. Il n'y avait pas de preuves. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de preuves? Parce que je suis innocent. Pas parce qu'il est difficile de prouver. Quand on est innocent, il est impossible de prouver. Il reste les insultes. Ce n'est pas mon rôle de répondre aux insultes. Merci, monsieur. Mais à travers vous, vous êtes d'accord pour dire qu'on a voulu atteindre certaines personnes? Une plaidoirie qui se mue en défense posthume, celle de Pelat d'abord. À travers le mort, on cherchait à atteindre quelqu'un d'autre. Le vieillard de l'Élysée laisse tomber Thierry Lévy. Le mot est fort, il redonne à ce procès sa dimension politique. Défense posthume de Bérégovoy ensuite. Il n'a pas supporté le soupçon. Faut-il mourir pour vous convaincre, monsieur le procureur? Ainsi, après la défense de Samir Trabulsi, celle d'Alain Boublil crève l'abcès en tentant de vider le dossier. Et pour la première fois sans doute depuis le début de ce procès, Péchinet, Triangle, les actions et le délit d'initié sont passés au second plan. L'affaire des disparus de Mourmelon qui refait surface, Pierre Chanal, l'ancien adjudant déjà condamné à 10 ans de prison pour le viol d'un jeune homme en 88, vient d'être mis en examen pour ces disparitions justement. Il est fortement soupçonné d'être à l'origine de la disparition de 7 jeunes gens dans la région de Mourmelon. Philippe Boissry rappelle de l'affaire des disparus. À la sortie du bureau du juge d'instruction, Pierre Chanal lève les mains pour se cacher, mais l'homme ne s'est pas rendu. Sa mise en examen n'est pas due à des aveux, mais à de nouvelles expertises. Ce sont des indices de nature à laisser à penser au magistrat que la personne a pu participer aux faits qui lui sont reprochés. C'est cette voiture de Pierre Chanal qui semble avoir parlé. Saisie en 88 alors que l'adjudant-chef s'y livrait à la séquestration et au viol d'un autostoppeur hongrois, la Volkswagen a été passée au crible par les gendarmes de la section de recherche de Reims. Des cheveux ont été méticuleusement prélevés et comparés à ceux des disparus, il y a des similitudes. Par ailleurs, une trace de sperme confirmerait le lien génétique avec Patrick Gache, la dernière victime. Elle avait disparu comme les 6 autres dans ce triangle des camps de Mourmelon, Suippes et Mailly. Un triangle où Chanal se trouvait à chacune des disparitions, mais l'adjudant n'est pas prêt à le confirmer. Pierre Chanal, pendant les quelques minutes que je l'ai vu, n'a strictement rien dit. Juste au moment de nous quitter, il a fait savoir qu'il ne participerait pas à l'instruction, qu'il aurait une attitude ou réservée ou de blocage. Le mutisme dans lequel s'est enfermé Pierre Chanal depuis 5 ans ne devrait pas empêcher l'enquête de progresser. Il risque néanmoins de restreindre l'espoir de toutes les familles qui attendent pour certaines depuis 13 ans de savoir où se trouve leur enfant. Ce soir, l'affaire du triangle de Mourmelon s'est enfin trouvé un suspect numéro 1, mais toujours pas de disparu. Un Français dans l'espace demain, si tout va bien, c'est Jean-Pierre Aigneret, dans une nouvelle mission franco-russe baptisée Altaïr. Départ prévu en milieu d'après-midi de Baïkonour au Kazakhstan. 3 semaines dans l'espace et de nombreuses expériences scientifiques. Patrick Esther à Baïkonour. Elle arrive à son rendez-vous en brinque-ballant sur une voie ferrée digne des débuts du Far West. Semyorka, c'est son nom, est russe. La taille fine, 49 mètres de haut pour 310 tonnes, une belle bête malgré son âge. En 30 ans, elle n'a pratiquement pas changé, c'est-à-dire depuis ses premières aventures avec Youri Gagarin. En quelques minutes seulement, une centaine de techniciens et de militaires vont la redresser vers le ciel, une routine bien rodée. L'homme qui a rendez-vous demain avec cette fusée, c'est lui, Jean-Pierre Aigneret. À ses côtés, Claudie André-Déhé dans le rôle difficile de la doublure qui s'est entraînée mais ne partira pas. À 24 heures du décollage, aucune angoisse. Un pilote d'essai, ça réfléchit, c'est pour ça que ça n'a pas peur. C'est pas comme ça génétiquement qu'il n'a pas peur. Sur le pas de tir, l'équipe des scientifiques français du projet jette un œil aux préparatifs. Avec eux, Michel Tognini qui a volé l'an dernier.
Cette mission Altaïr, baptisée du nom de l'étoile qui brille au zénith du cosmodrome de Baïkonour, va durer 21 jours, dont 19 à bord de la station orbitale Mir, en compagnie de 4 cosmonautes russes. La plupart des expériences qui seront réalisées durant ce vol avaient déjà été entreprises par Michel Tognini l'année dernière. Jean-Pierre Aigneret a été sélectionné il y a maintenant 8 ans par l'Agence spatiale française. Demain, à 16h30, il connaîtra enfin les sensations fortes du décollage. Ici en Russie, les trains déraillent, les centrales nucléaires explosent, mais les fusées partent encore à l'heure. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en France est une femme. Elle s'appelle Pamela Harriman. Elle a présenté ses lettres de créance aujourd'hui au président Mitterrand. Cette femme a eu un destin tout à fait exceptionnel. Britannique d'origine, elle a toujours côtoyé les grands de ce monde. Jean-Marc Ilouz, sa vie est un roman. Elle est née britannique, elle n'a jamais été diplomate, mais si personne ne doute qu'elle a toutes les qualités pour faire un excellent ambassadeur des États-Unis à Paris, c'est que Pamela Digby Churchill Hayward Harriman vit depuis toujours entre un bottin mondain et un annuaire diplomatique. Son premier mariage avec Randolph Churchill place très tôt la jeune aristocrate au cœur du tout Londres politique de la Deuxième Guerre mondiale. Son profil de star et son premier divorce lui feront choisir la France pendant 10 ans, du tout Côte d'Azur au tout Paris. Ses admirateurs seront rarement des inconnus. Son second mariage avec le producteur Leland Hayward lui ouvrira les portes du tout Hollywood, mais la femme de tête ne succombera pas aux paillettes. En 71, au décès de son second mari, son troisième mariage, avec un amour de jeunesse cette fois, livre à Pamela les clés de Washington. Elle épouse Everell Harriman, ex-gouverneur de New York, diplomate chevronné et homme d'influence au Parti démocrate. Un parti qu'elle travaillera inlassablement à mener à la victoire pendant les 12 ans de règne républicain. Et au soir de son élection, c'est à Pamela Harriman que rendra sa première visite de gagnant son jeune poulain, le futur président, Bill Clinton. Coup de projecteur maintenant sur la fête des loges à Saint-Germain-en-Laye, aujourd'hui sous le signe des vacances des enfants, ceux qui justement ne peuvent pas partir. 1000 enfants encadrés par le Secours populaire étaient cet après-midi de la fête. Marie-Hélène Bonneau, Michel Gianoulatos. Ils ont entre 4 et 15 ans. Ils habitent tous la banlieue parisienne. Beaucoup ne partiront pas en vacances et certains sont montés pour la première fois sur un manège cet après-midi. Des manèges, il y en a 90 à la fête des loges, installés sur 7 hectares. Les enfants auront à peine le temps d'en essayer une quinzaine, mais c'est déjà magique. D'emblée, leur préférence ira aux machines qui donnent des sensations fortes. On criait et puis quand on tenait les barons, on a l'impression que quelqu'un nous retirait par derrière. C'est la première fois que tu montes dans un manège comme ça? Oui, c'est la première fois. C'est fini, c'est la dernière fois, la première fois et la dernière fois. Impressionnante aussi la visite à Mademoiselle Irta, 244 kilos, la femme la plus grosse du monde. Allez, viens. Viens me serrer la main. Viens là, je vais pas te faire de mal. Bonjour, comment tu vas? Tu as été sur beaucoup de manèges? Un moment de calme dans la grande roue pour réaliser que cet après-midi aura été pour eux un peu comme des vacances. On a passé une très belle journée. Et si je m'en rappellerai toujours. Pas de surprise à Wimbledon, les favoris sont tous passés en quart de finale. Cela veut dire que Stéphane Edberg a éliminé le Français Cédric Pioline en 3-7, 7-5, 7-5, 6-3. Et pourtant, Pioline avait tout sa chance. Il a même mené 4-0 dans le deuxième set, mais sur les points importants, c'est le Suédois, déjà 2 fois vainqueur du tournoi, qui a su imposer son tennis. Voilà, autre qualifié pour les demi-finales, Jim Courier, et puis aussi Pete Sampras, qui a éliminé le tenant du titre, André Agassi, en 5-7 tout de même. Et pour terminer, cette image étonnante, celle d'un château de Berlin en trompe-l'œil, le plus grand trompe-l'œil du monde, dû à une architecte française, celle-là même qui a fait le trompe-l'œil qui recouvre les travaux de l'église de la Madeleine à Paris. Pascal Guigny à Berlin. Trompe-l'œil surgit du cœur de Berlin, 10 000 mètres carrés de toile peinte, pour faire renaître le château des Hohenzollern et retrouver un peu du lustre de la Prusse impériale. Publicité grandeur nature d'un comité de nostalgique, objectif reconstruire en vrai la résidence de l'empereur Guillaume, mutilé pendant la Seconde Guerre mondiale, achevé à la dynamite par les communistes en 1950. Aujourd'hui, au royaume de l'illusion,
c'est une Française qui est reine. Je suis pour la reconstruction du château parce que je trouve que c'est quand même, ce serait bien pour reconstituer le cœur de Berlin, le visage de Berlin qui a quand même été un peu dénaturé, il faut bien le dire. À la place, dans le plus pur style RDA, ce palais de la République, béton et amiante. L'Allemagne unifiée a ordonné sa destruction, mais ne sait pas encore par quoi le remplacer. Alors, symbole pour symbole, nos Prussiens tentent leur chance. Il en coûterait 20 ans de travaux, sans doute 5 milliards de francs, mais un rêve, cela n'a pas de prix. Fin de ce journal, dans un instant la météo de Laurent Romeshko, temps lourd et orageux dans tout le pays, sauf en Méditerranée, c'est ce que prévoit Laurent. À 20h50, vous retrouvez Fort Boyard, et puis dernière édition du journal, 23h30, Philippe Lefebvre. Et juste après, Michel Field sera pour le Cercle de Minuit, en direct du Festival de danse de Montpellier, avec notamment Régine Chopineau et Maggie Marin. Demain, les journaux de Télématin, bien sûr, à partir de 7h, et à 7h50, Gérard Leclerc recevra Alain Lamassoure, ministre délégué aux Affaires européennes, dans les 4 vérités. Bonne soirée sur France 2, à demain, 20h.